Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Amazon. Alors, on va débuter dans quelques minutes. On attend que les dernières personnes se connectent, donc à tout de suite. Alors, bonjour à tous. On va commencer maintenant la session. Voilà, on est déjà très nombreux. Merci d'être tous présents aujourd'hui. Bienvenue donc à ce webinaire consacré à Amazon et notamment une comparaison entre le seller et le vendor central. Donc moi, je suis Audrey, Product Marketing Manager chez Lengo, et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui par Guillaume. Bonjour, Guillaume Rigalo, fondateur et CEO de l'agence Bison, qui est spécialisée dans l'accompagnement des marques sur Amazon. Voilà, donc pendant 45 minutes à 1 heure, ça dépendra si vous avez ou pas beaucoup de questions. On va donc traiter d'Amazon. En fait, on a décidé de faire ce webinaire suite à... On a rédigé un petit guide comparatif il y a quelques semaines sur Amazon Retail ou Marketplace, quel modèle choisir. Et on s'est dit qu'on allait en faire un webinaire pour pouvoir partager avec vous nos différents retours d'expérience. Donc, alors, pendant ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit onglet sur la droite. Soit on vous répondra au fur et à mesure. On a certains de nos collègues qui sont là pour vous répondre par écrit. Ou alors, à la fin de la session, on fera des petits échanges questions-réponses avec vous. À savoir aussi que le webinaire sera disponible en replay. On vous l'enverra dans l'après-midi, donc vous aurez accès sans problème à toute la présentation. Voilà, donc ici, je vous ai mis l'agenda. Donc, comme je vous le disais, le but de ce webinaire, c'est de refaire un petit point comparatif entre le seller et le vendor central. On va comparer les deux modèles. On va voir donc que ce soit pour des marchands qui sont déjà sur Amazon, qui veulent faire évoluer leur positionnement, que ce soit pour des marques aussi qui veulent aller sur Amazon. On pense notamment à des marques en D2C. Voilà, on va vous présenter les avantages, les inconvénients de ces différents modèles. On va faire un petit focus aussi sur le modèle hybride, comment travailler avec les deux modèles retail et marketplace. Voilà. Et pour commencer, on va juste, en quelques minutes, vous représenter rapidement Lengo et Bison pour les participants qui ne nous connaîtraient pas forcément. Et n'hésitez pas à interagir avec nous dès que vous le souhaitez. Rapidement, donc sur Lengo, pour ceux qui ne connaissent pas forcément notre plateforme, donc on est une plateforme de gestion de flux. La façon dont on travaille, par exemple, avec Bison, c'est qu'on va aider les clients travaillant avec cette agence à publier leurs différents catalogues produits sur Amazon, mais aussi sur de nombreuses marketplaces ou autres canaux marketing, par exemple. Lengo donc, a été créé en 2009. Notre marché initial, c'était le marché français, et on est aujourd'hui présent dans le monde entier, à peu près 42 pays. On est partenaire aujourd'hui avec 1600 canaux de diffusion, donc des canaux marketing qui vont, comme je vous le disais, des places de marché aux plateformes de retargeting, d'acquisition, comparateurs de prix, toute l'étendue qu'il peut y avoir sur le marché. D'un point de vue technique, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on indexe 87 000 flux de produits par jour. Et en termes de produits par an, ça représente 870 milliards de produits qui transitent par notre plateforme.
parmi nos clients, voilà, que ce soit des distributeurs ou des marques, voilà quelques exemples de clients, à savoir qu'on travaille avec tout type de marchands ou de marques de toute taille, qu'elles soient, récentes, qui viennent de se lancer sur le marché, ou qu'elles soient déjà aguerries aux différentes marketplaces, par exemple. Et on travaille aussi avec des agences. Hem, en quelques mots, Lengo, donc ça vous permet de centraliser, vos données produits, vos catalogues produits, pour ensuite les travailler, les optimiser, travailler sur, vos catégories, sur vos descriptions, sur la façon dont sont présentés vos produits, pour ensuite les diffuser. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment d'optimiser votre visibilité, c'est-à-dire que ça soit, votre fiche produit à vous qui ressorte sur la marketplace. On vous apporte aussi de l'autonomie dans la gestion de vos catalogues. On vous aide à rentabiliser la diffusion de chaque flux. Voilà, chaque flux que vous allez envoyer en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne est important. Donc, on va travailler avec vous sur chaque donnée produit. Si c'est votre projet, on vous aide aussi à internationaliser la vente de vos produits. Et on vous fournit des reportings détaillés sur vos différentes ventes, sur votre statistique de clics, choses comme ça, sur les différents canaux. Notre but, c'est vraiment de vous aider à automatiser la gestion de vos flux produits, de vos catalogues produits, parce qu'en fonction du nombre de catalogues de produits que vous pouvez avoir, ça peut être assez conséquent et assez chronophage à gérer manuellement au quotidien. Voilà, en quelques étapes clés, en fait, vous allez importer vos données dans la plateforme Lengo sous la forme que vous voulez, c'est-à-dire qu'on est connecté aussi directement à différentes solutions e-commerce via des plugins PrestaShop, Magento, Shopify, WooCommerce. Vous allez pouvoir aussi importer via un FTP, via des fichiers CSV, via votre PIM ou via aussi des connexions API. Voilà. Là où se trouvent vos données produits, on va la récupérer. Comme ça, après, vous allez pouvoir travailler vos données produits dans la plateforme, les structurer, surtout pour répondre aux exigences des différents canaux marketing. C'est ça qui est assez complexe à gérer. Vous allez les vendre, puis analyser vos ventes, mesurer votre ROI. L'objectif, c'est toujours de vous améliorer, d'optimiser. Voilà, c'est pas juste une fois aller sur la plateforme, c'est vraiment en continu travailler la façon dont vous présentez vos données produits, travailler votre politique de prix, de promotion, pour toujours améliorer vos ventes, développer votre activité sur de nouveaux marchés. On me pose une question sur le ROI, c'est votre retour sur investissement. Voilà. Voilà globalement l'activité de notre plateforme de feed management. Je vais laisser la parole à Guillaume pour la partie sur son agence. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui et un grand merci à Lengo pour l'organisation de ce webinaire. Du coup, Bison, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, en fait, on est une agence spécialisée dans l'accompagnement des marques sur Amazon. Donc on existe depuis 3 ans maintenant. On a une double particularité. On a été les premiers en France, voire même en Europe, à se positionner à 100% sur Amazon, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement sur ce site-là. À ceci près que ça peut paraître un segment de niche, pas tant que ça évidemment, étant donné les chiffres que représente Amazon au niveau du e-commerce en Europe. Mais Amazon est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est d'ailleurs pour ça qu'on organise ce webinaire. Il y a différentes façons de travailler avec Amazon quand on est une marque. Ça peut paraître un petit peu flou pour les gens qui n'ont pas enclenché les choses. Du coup, on a décidé de travailler à 100% sur toutes ces différentes façons qu'on va vous détailler juste après, avec également un positionnement très orienté performance. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans le but d'aider nos clients, qui sont à peu près maintenant plus de 200 marques et distributeurs, à optimiser leur chiffre d'affaires sur les différentes marketplaces Amazon Europe, que sont l'Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et les Pays-Bas qui viennent d'ouvrir il y a quelques semaines. Voilà, donc on est une jeune agence, on a 3 ans, nous sommes 35 personnes maintenant, et avec ce focus-là, juste pour vous compreniez un petit peu la jeunesse du projet, pour que vous compreniez ce que je fais là. Moi, à l'origine, donc j'ai un parcours très e-commerce et j'ai lancé ma marque sur Amazon il y a quelques années pour un petit peu comprendre mieux comment ça marche. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait Amazon offrait des armes assez incroyables quand on lançait une marque, quand on était une marque existante, pour atteindre une audience énorme
distribuer ses produits à grande échelle, mais qu'à côté de ça, il y avait quand même une complexité assez récurrente qui avait un besoin de se tenir à jour sur toutes les nouveautés autour d'Amazon qui affluent chaque semaine. Ça change très, très vite. C'est très dur pour les marques de comprendre un peu ce qui se passe. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment de permettre à toute personne, toute marque, quel que soit son niveau de maturité au niveau digital et surtout sur Amazon, de prendre le wagon en marche et de pas laisser passer les choses. Donc, quelques marques on accompagne. On accompagne les marques dans tous les univers. Toutes les verticales produits, tout ce qui est tout produit tangible qui a priori a un marché qui soit énorme ou plus un marché de niche, a priori trouve son audience sur Amazon et on est là pour les aider à performer. L'histoire en est bon. Et voilà, notre champ d'action, l'idée, c'est qu'on intervient sur toute la chaîne de valeur autour d'Amazon. Donc, que ce soit pour des marques qui ne savent pas comment enclencher les choses, des marques qui sont déjà présentes, des marques qui ont des difficultés à piloter leur logistique ou leur performance, ou qui veulent juste se tenir un petit peu au courant des choses. On a une offre qui est assez complète là-dessus. Donc, on va du consulting au brand content, donc tout ce qui est construction de marque, construction de fiches produits, de l'accompagnement à la performance. On fait également de la formation. Toute la partie studio, donc image, on internalise également tout ça. Et puis, enfin, on gère le média, ça va de soi. Et on est également distributeur de ces produits pour le compte de nos clients à l'échelle européenne. Voilà pour l'explication sur Bison. Alors pourquoi quelle est la recette magique d'Amazon? Vous l'avez sous les yeux, elle est juste devant vous. Donc ça peut paraître simple, mais en fait, arriver à créer ce cercle vertueux, c'est un vrai travail de longue haleine. Il ne faut pas passer les étapes, il faut vraiment être très, très rigoureux à chaque étape. Donc, comment ça fonctionne rapidement? Tout le socle en fait d'une marque quand elle se lance sur Amazon, c'est d'abord de construire ce qu'on appelle le own media, donc toute son image de marque, son brand content, construire les fiches produits, le brand store, donc toute l'image qu'elle a dans son réseau physique ou son site e-commerce en propre doit se retrouver sur Amazon. Donc ça, c'est le première base. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on doit enclencher du paid media pour être visible. Tout ce travail va normalement, si tout se passe bien, enclencher ce qu'on appelle le earned media. Donc ça, c'est les commentaires et les notes clients qui, comme vous le savez, sont hyper importantes sur Amazon. Et tout ceci doit créer un cercle vertueux pour déclencher des ventes de manière pérenne. Du coup, pour revenir à nos moutons et sur le sujet du jour, on est en permanence questionné, l'équipe Bison et moi-même, sur seller, vendor. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, pour que vous compreniez facilement, donc le seller central, c'est l'outil qui permet aux marques de vendre leurs produits en marketplace par elles-mêmes. Et le vendor central, c'est ce qu'on appelle le retail. C'est lorsque les marques travaillent avec Amazon et vendent leurs produits Amazon. Ensuite, Amazon les revend sur ses différents sites e-commerce. Donc l'idée, c'est le premier point. C'est finalement assez simple. Quand on est une marque, contrairement à ce qu'on peut voir sur les vidéos ou sur le net ou généralement quand on est une marque, on voit qu'un côté de la barrière. Il est possible pour toute marque qui a un certain historique de travailler dans différentes configurations avec Amazon. On peut travailler donc en retail classique. Donc ça, c'est généralement les marques qui existent depuis un petit moment, travaillent sur ce mode-là avec tous les distributeurs classiques que l'on connaît, Auchan, Leclerc, Fnac, etc., vendent leurs produits à ces enseignes-là et les revendent. Il est possible de faire la même chose avec Amazon. Donc, on arrive dans une relation contractuelle et commerciale complètement standard. On a un interlocuteur en face de nous, un interlocuteur humain, au début en tout cas. On négocie avec lui et on vend ses produits. Amazon ensuite donc est propriétaire de ses produits et les revend derrière. À contrario de la partie marketplace, où en tant que fabricant ou distributeur, on devient soi-même vendeur sur le site Amazon, c'est-à-dire qu'on va vraiment produire une facture au client final et vendre ce produit via le site Amazon. Donc ça, c'est le marketplace. Sur les deux configurations que vous voyez, la marketplace prend vraiment de l'ampleur à l'échelle mondiale. C'est vraiment là que se situe la croissance pour Amazon. Et la particularité de ce format-là, et c'est surtout pour ça que la marketplace Amazon rencontre beaucoup de succès, c'est qu'en travaillant sous ce format-là, on peut tout de même profiter de la logistique d'Amazon. Donc, c'est ce qu'on appelle le FBA, le Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire confier ses produits à Amazon tout en les vendant soi-même. Mais c'est-à-dire qu'on allie un petit peu le meilleur des deux mondes, puisque
on garde la main sur tout un tas de choses qu'on va vous préciser juste après, notamment le prix, et on profite des deux choses principales que nous offre Amazon, à savoir l'audience énorme et très qualitative, et surtout leur force logistique, qui, comme vous savez, est une des meilleures du monde. Donc, on est capable, du jour au lendemain, de livrer tous les pays d'Europe, voire Amérique du Nord, voire Inde, etc., dans des qualités de livraison optimales. C'est-à-dire quand on a une marque qui démarre, ou une marque avec un certain historique, tout de suite, on a les armes des grands groupes, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, nos produits sont Prime, qui est un gage de qualité, non pas pour le produit, mais pour la qualité de service et la qualité de livraison qui va être apportée au client final. C'est clairement ça que viennent chercher les clients sur Amazon. Donc, voilà, on remplit un petit peu toutes les cases. À côté de ça, il y a, quand vous vendez un marketplace, la solution FBM, qui permet de gérer soi-même sa livraison. Donc c'est recommandé. Du coup, je vais peut-être prendre le petit, voilà, petite explication ici, qui permet de gérer vous-même la livraison. Donc ça peut être utile quand les produits ne matchent pas forcément les contraintes imposées par Amazon en termes de taille. Par exemple, les produits volumineux, Amazon n'a pas forcément de solution de livraison adaptée pour cela. Du coup, si vous vendez des frigos ou des congélateurs, c'est assez compliqué d'utiliser le FBA. Le FBM est la solution. À l'inverse, quand vous vendez des produits à faible valeur faciale ou tout petit, je sais pas, vous vendez une paire de chaussettes ou des chewing-gums, ça va être un petit peu compliqué également de s'y retrouver en termes économiques via la solution FBA. Du coup, le FBM s'y prête. Il faut juste avoir du coup une configuration logistique et des transporteurs fiables pour vous permettre de livrer dans de bonnes conditions. Car comme vous savez, Amazon est très exigeant et les clients Amazon sont très exigeants sur ce point-là. Je refais du coup un petit récap pour que vous compreniez également, ça les gens ne font pas toujours attention. Il est possible de voir sur la fiche produit sur Amazon quel mode a été choisi par la marque. Donc typiquement ici, on a le cas d'un de nos clients, Cookut, qui a vendu, donc là on est dans le cas du retail. Cookut a vendu son produit Amazon, Amazon le revend, du coup sur la fiche produit, on trouve expédié et vendu par Amazon. Donc là on est dans le cas du retail. Le produit appartient à Amazon et c'est Amazon qui a décidé du prix de vente final. Ici, on est dans le cas du FBA, donc c'est le vendeur My Home Boutique qui utilise la solution logistique d'Amazon et vend lui-même ses produits sur Amazon. Donc là, typiquement, quand la vente se déclenche, le produit est déjà stocké dans l'entrepôt Amazon et va partir directement de l'entrepôt. Dernier cas, le FBM, on dit également MFN, Merchant Fulfillment Network. Donc c'est vraiment quand le fournisseur gère complètement la livraison. Donc dans ce cas-là, on a expédié et vendu par, typiquement dans ce cas-là, c'est Active Nutrition, un de nos clients également. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair cette partie-là. Je vois qu'il y a plein de questions, alors je ne vais peut-être pas les regarder tout de suite, on reviendra derrière avec Audrey pour y répondre. Voilà, en tout cas, 3 schémas, c'est vraiment le premier point à retenir. Et puis, on y reviendra également plus tard. Le point à retenir, c'est qu'il est possible de combiner ces différents schémas en fonction de vos contraintes propres, en fonction de votre historique, en fonction de votre savoir-faire, de votre expertise digitale. L'idée à présent, c'est qu'on va dérouler un petit peu les différents aspects les plus importants du comparatif qu'on a construit avec Lengo, justement, vendor versus seller. Donc l'idée, c'est pas de donner des bons points et des mauvais points dans un cas comme dans l'autre. Il y a du bon et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux côtés, pas forcément liés à la configuration elle-même, mais liés également à voilà, votre historique, à la façon dont travaille votre société. Typiquement, je vais le détailler juste après, mais il est généralement plus facile, notamment sur la partie qu'on a sous les yeux, la partie prix, pour une marque de travailler en retail parce que généralement elle est habituée à le faire, elle vend ses produits à des intermédiaires, à des grossistes, à des magasins en direct, à des chaînes, etc. Du coup, c'est un fonctionnement assez simple. On fait une facture, on vend des produits en grande quantité et on laisse le distributeur final avoir la vente. Quand on passe en seller, en marketplace, donc sur Amazon, le point positif, c'est qu'on peut reprendre le contrôle sur les prix. En revanche, ça implique une autre gestion en termes comptables notamment, puisque c'est nous c'est vous, marque, qui allez
produire la facture au client final. Donc, quand on travaille à l'échelle française puis européenne, on a des contraintes comptables de TVA, etc. qui arrivent. Donc, c'est vraiment une configuration. Il ne faut pas le prendre à la légère. Alors, c'est pas insurmontable, mais ça implique quand même des ajustements internes. Ça remet en question la façon de travailler. Typiquement, les produits que vous stockez dans les entrepôts Amazon ne sont pas encore vendus. Donc, voilà, il y a plein d'éléments. En tout cas, l'argument prix, c'est de loin l'argument le plus déterminant pour choisir l'une ou l'autre de ces configurations. Quand on travaille en vendeur central, donc en retail, généralement, c'est Amazon qui décide le prix final et généralement, c'est le fameux algorithme dont vous avez certainement entendu parler qui décide du pricing adopté. Donc, vous n'avez pas la main là-dessus, vous, en tant que fabricant ou voilà, détenteur de la marque, ce qui peut leur être avantageux pour vous ou poser problème selon le positionnement de la marque. À contrario, en seller, c'est vous qui gardez la main là-dessus, vous décidez de la politique de prix à appliquer, ce qui peut être intéressant, notamment quand vous avez un réseau physique très important ou des magasins franchises ou des partenaires pour éviter un dumping en termes de prix. Vous avez la main dessus, c'est vous qui décidez de la stratégie à adopter, ce qui est généralement le plus intelligent. Deuxième point hyper important, le marketing. Alors, on donne des éléments là, c'est en train d'évoluer de plus en plus puisque jusqu'à encore cette année, je pense qu'il y a encore des petites nuances, mais la partie retail avait et a accès à des programmes de visibilité assez exclusifs qui sont proposés uniquement aux clients vendors, aux grosses marques également, qui ont la possibilité de mettre en place des programmes marketing plus ambitieux. Ça a tendance à se resserrer un petit peu puisque Amazon a de plus en plus tendance à offrir les mêmes types de package de visibilité côté retail et côté marketplace. Le gros point positif, le gros plus côté retail sur la partie marketing, c'est l'accès au programme Amazon Vine, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet à une marque de faire tester ses produits à des clients sur Amazon. Donc, on a la possibilité d'envoyer ses produits, les faire tester, et ses clients, surtout, ont la possibilité de mettre un commentaire, ce qui, comme vous le savez, est hyper important sur Amazon pour déclencher un cycle de vente sur du long terme. Sur le seller, on n'a pas encore ce programme-là, même s'il y a des nouveautés qui arrivent aux États-Unis et qui vont bientôt nous arriver en Europe, on espère. Sur le cœur du cœur de l'offre de marketing, qui est le Amazon Sponsor Ads, donc le programme ASA, on le trouve des deux côtés. Donc, c'est vraiment la machine de guerre, c'est le AdWords côté Amazon, qui permet de pousser ces produits, de piloter des stratégies de marketing assez précises, qui se rapprochent de plus en plus de ce qu'on peut retrouver chez Google AdWords ou Facebook en termes de ciblage. On est quasiment au même niveau maintenant en termes de ciblage, c'est très pointu. On va même plus loin parfois, puisqu'Amazon a une connaissance du client final encore plus fine que ne l'ont Google et Facebook. Donc, on peut vraiment aller très loin sur cette partie-là. Je vais laisser la parole à Audrey sur la partie gestion des commandes. Oui, sur la partie des commandes, donc, la grosse différence, donc, c'est voilà, les commandes sont traitées d'un côté soit par Amazon sur le vendor une fois par semaine, expédiées depuis les centres logistiques d'Amazon avec donc le stock que vous aurez fourni à Amazon. Alors que dans le seller, donc soit vous gérez vous-même vos livraisons, soit vous utilisez le Fulfillment by Amazon, qui peut être utile en effet si vous lancez, si vous pensez ne pas avoir la force logistique pour répondre à toutes les demandes d'Amazon, le FBA peut être une bonne base pour vous lancer. Ce qui est important à la gestion des commandes, par exemple dans la partie seller, si c'est vous qui la gérez, il faut vraiment être très consciencieux, bien suivre les commandes pour pas que les clients soient déçus, comme le disait Guillaume. La plupart des clients qui viennent sur Amazon viennent aussi pour une rapidité de livraison. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut être très vigilant. Via notre plateforme, par exemple, on va vous aider à automatiser un nombre d'actions qui concernent les commandes. Par exemple, vous pouvez accepter automatiquement les commandes. Des éléments on va centraliser aussi l'ensemble des commandes. Ça va vous permettre d'être vraiment plus réactif après dans votre chaîne logistique si vous passez du côté du seller central. Et notamment, au niveau des commandes, on va vous aider aussi à les centraliser dans vos outils. Elles passent par Lengo, mais si vous avez connecté votre
je sais pas, votre Magento ou votre Shopify, Alengo, directement, vous recevrez aussi les différentes commandes passées sur Amazon dans vos propres outils, ce qui vous permettra aussi d'agir vraiment très rapidement. Ce qui est lié aussi, en effet, avec les commandes, c'est bien sûr les stocks. Au niveau du stock, quand vous êtes en vendor central, donc c'est Amazon qui gère vos produits, mais ça peut arriver qu'ils aient plus vos produits en stock parce que ils décident par exemple de réduire aussi l'assortiment sur certaines de vos références. Donc ils ont moins de produits en stock. Le modèle Seller Central vous permet de garder la main sur la disponibilité de vos produits. Même logique que les commandes, c'est-à-dire que par contre, vous devez être vraiment très vigilant pour que les stocks soient toujours synchronisés, que ce soit sur Amazon, mais aussi sur votre boutique en ligne ou sur les autres supports où vous allez vendre vos produits. On le verra un peu plus tard, ça c'est la logique un peu multicanal si vous passez par le seller central. Alors là, sur les stocks, c'est vraiment hyper important. C'est le nerf de la guerre. Amazon déteste les ruptures de stock. Que vous soyez dans n'importe quelle configuration, Amazon se souvient de tout. Du coup, il est très important quand vous enclenchez votre commercialisation sur Amazon dans n'importe lequel des deux façons de travailler, d'être capable d'assurer les ventes si ça se passe bien, ce qui est très possible sur Amazon. On peut très vite faire des centaines de commandes par semaine, voire beaucoup plus. Voilà, si vous engagez en vendor, quand votre acheteur ou quand l'algorithme va passer commande, il est très conseillé de faire du rachat rapidement, et en seller encore plus. Là, c'est vous qui avez la main. Amazon va vous donner, enfin le back office Seller Central va vous donner des indications de réassort, mais c'est vraiment à vous d'anticiper les choses. Nous, on a eu vraiment plusieurs cas de marques qui ont explosé. On s'est retrouvé en rupture de stock. On a décollé à faire des dizaines de ventes dès le lancement tout de suite, à être en rupture de stock quelques jours après. Amazon s'en souvient, n'apprécie pas, et généralement, c'est très dur de retrouver ce niveau de vente. Donc vraiment, les stocks, c'est un élément capital. Quand on s'engage sur Amazon, y compris en seller, il faut être capable d'assurer sur le long terme parce que sinon, ça peut être beaucoup d'énergie mis à profit pour juste quelques semaines, et durablement, c'est pas une stratégie qui marche. Tout à fait. C'est pour ça qu'on conseille aussi souvent à nos clients de vite établir des règles de diffusion, c'est-à-dire de se dire, si sur ce produit, j'arrive à moins de 5 unités en stock, je préfère ne pas le publier pour éviter justement d'être en rupture de stock parce que je sais que je peux avoir un réassort facilement. Donc, c'est vraiment important de réfléchir aussi à ça en fonction de votre gamme de produits. Tout à fait. Hop, Pardon. on a été sur la partie support. Alors effectivement, je vois qu'il y a quelques questions sur la relation qu'on a entre le vendor et le seller. Donc là, on parle du support, le support qu'apporte Amazon aux marques selon la configuration choisie. Donc sur la partie vendor, je vois quelqu'un qui dit on a très bonne relation avec les acheteurs sur le vendor. Et, effectivement, et j'espère bien, évidemment, ils sont hyper sympas, ils sont là. Après, Amazon au niveau mondial a fait le choix maintenant de limiter l'accompagnement à un certain niveau de volume de vente ou un certain niveau de notoriété de marque. Donc quand on travaille en vendor, on a toujours un interlocuteur au début, mais ça peut ne pas être le cas sur les années qui suivent, selon votre niveau de chiffre d'affaires, etc. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous n'avez pas toujours quelqu'un en direct, ce qui peut poser problème. Du coup, Amazon a tendance à, dans ce cas-là, quand vous avez un volume de vente assez faible, vous inciter à passer par le seller, ou alors vous pouvez continuer à travailler en retail, mais voilà, il faut juste pas s'attendre à avoir quelqu'un qui répondra à toutes vos questions immédiatement, sur toutes les blocages que vous pouvez avoir en termes techniques ou autres. Donc, il faut juste le savoir. Nous, on a des clients qui fonctionnent en vendor depuis des années. Ça marche très bien parce que c'est devenu une habitude, ils maîtrisent les choses. À contrario du seller, où là, on va quand même, il y a
le démarrage va être un petit peu plus laborieux puisqu'il faut paramétrer le compte, il faut comprendre comment ça marche, il faut anticiper tout ça. Donc ça, c'est le rôle d'agences comme Bison de vous aider dans ces étapes-là qui peuvent être laborieuses. Il y a pas mal de vérifications à faire, encore plus en ce moment où Amazon est très vigilant sur les nouveaux vendeurs, sur les nouveaux produits. Euh, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. On parlait tout à l'heure du brand registry. Effectivement, j'en ai pas parlé sur la partie marketing. C'est la partie des éléments à valider sur lesquels Amazon est très regardant. Il faut vraiment avoir votre dépôt LNP. Enfin, tout doit être très carré parce que les équipes performance d'Amazon voilà, regardent tout ça. Et ensuite, sur les sellers, vous allez avoir accès à un support qui pourra répondre à toutes vos questions, qui est très, très réactif. Généralement, vous avez une réponse dans l'heure ou dans les 2 heures selon vos questions. Très réactif sur les choses et qui va vous rappeler rapidement. Donc, il y a une vraie différence là-dessus sur la partie support Amazon fourni par rapport à la configuration. Et ensuite, quand on est seller à un certain niveau de vente également, vous pouvez avoir accès à un support plus premium pour vous aider à gérer des problématiques qui sont plus larges sur des gros volumes de commandes, etc. Sur l'investissement journalier, Audrey, oui. Ouais, sur la partie investissement journaliste, il faut vraiment réfléchir en termes du temps que vous avez à y consacrer, histoire que si vous vous lancez sur Amazon, entre guillemets, vous le faites bien. Voilà, c'est pas juste quelques minutes par-ci par-là. Sur le vendor central, enfin sur le vendor et seller central, il faudra toujours vérifier bien vos catalogues produits régulièrement pour envoyer toujours des données complètes à jour à Amazon, vérifier vos commandes, vos niveaux de stock. Sur le seller, il faudra être plus rigoureux parce que là, il va vous falloir une équipe vraiment dédiée à la gestion de votre visibilité sur Amazon, que ce soit pour le suivi des commandes, pour la partie, par exemple, gestion de prix. Vous allez peut-être, du coup, passer plus de temps, parce que vous en avez aussi la possibilité en seller, à établir vos prix. Par exemple, vous allez vous dire, je vais planifier peut-être plus une campagne spécifique à l'avance ou des promotions, des choses comme ça qui vous demanderont peut-être un petit peu plus de temps. C'est important aussi dans les deux cas d'avoir toujours vraiment des données produits à jour. Donc, il y a vos stocks et vos prix qui vont se mettre automatiquement à jour. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez un produit qui apparaît sur une fiche produit, vous voyez qu'elle n'est pas vraiment complète, voilà, il faut prendre le temps de retravailler vos titres, vos descriptions, voir comment les concurrents, eux, peuvent apparaître ou comment vous pouvez vous démarquer, vous démarquer des autres. Le côté suivi des stocks, du coup aussi, qui prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est le côté, si vous n'utilisez pas, par exemple, FBA, bien prévoir un temps d'investissement important au niveau de la logistique. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en vendor, comme vous déléguez plus de choses à Amazon, Amazon va aussi prendre en charge plus de choses. Donc, c'est vraiment à voir, selon vous, le temps que vous avez à y consacrer par rapport au reste de votre activité en ligne, votre activité peut-être physique, voir aussi comparer au nombre de canaux sur lesquels vous êtes présent. Voilà. Ça va à voir en fonction de votre stratégie globale, le temps que vous pouvez consacrer à Amazon. Sur le modèle économique, donc comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, sur la partie plus comptable, il y a effectivement une vraie différence, notamment sur la partie coût. Sur la partie vendor retail, vous allez vendre vos produits Amazon et il va y avoir une négociation contractuelle sur les frais marketing que vous allez avancer, le référencement, la visibilité qu'Amazon va apporter à vos produits. Ça ressemble de près à ce que vous retrouvez dans les programmes marketing chez les grands distributeurs classiques, hein, chez Leclerc, Auchan, etc., de la mise en avant de vos produits. Ça peut représenter entre 4 et 10% des coûts de marketing. Donc, ça n'est pas obligatoire, mais généralement, il y a toujours un package compris dans le contrat que vous allez négocier avec Amazon. Sur la partie seller, à contrario, bon, il y a un petit abonnement à 39 €, mais c'est pas ça qui va changer votre rentabilité à la fin de l'année. Par contre, le point vraiment hyper important, c'est les différents frais et commissions que va prendre Amazon pour piloter vos ventes sur son site en marketplace. Donc, les frais sont de différentes natures. Le premier frais que vous allez avoir dans les deux cas de figure, c'est-à-dire en FBA quand vous confiez vos produits Amazon ou en FBA MFN quand vous gérez vous-même la livraison, c'est une commission sur les ventes
qui est généralement de 15 points, donc 15% calculé sur le prix TTC du produit final. Alors, il peut varier en fonction des verticales produits, mais globalement, 75% du temps, on est autour de 15%. Ensuite, vous allez avoir, quand vous utilisez la logistique Amazon, une commission sur l'envoi du produit. C'est-à-dire que chaque produit envoyé a un coût fixe qui est déterminé à l'avance et vous êtes capable de l'anticiper pour faire vos profit and loss, vos tableaux profit and loss et savoir un petit peu calculer votre rentabilité précisément. En parallèle de ça, il y a également des frais de stockage sur Amazon. Donc, il est très important voilà, d'anticiper tout ça pour ne jamais être en rupture, tout en n'envoyant pas non plus des milliers de produits si vous n'avez pas l'assurance de les vendre sur une période de temps déterminée pour évidemment piloter vos coûts au cordeau. Et puis, à côté de ça, en parallèle, donc dans les deux modèles, il y a évidemment les frais marketing qui s'apparentent à ce que vous pouvez connaître chez les autres GAFA, qui sont relativement moins élevés que ce qu'on peut retrouver chez du Google, du Facebook, parce que le CPC est encore un petit peu en dessous, bien qu'il évolue assez rapidement, et parce que il est évidemment important de mettre en avant ces produits, mais le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure peut également vous permettre naturellement de faire remonter vos produits dans les classements. Donc généralement, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de budget de référencement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc profitons-en parce qu'on sait pas si ça va durer. La partie paiement, hyper important. Bon, ça, c'est assez classique. Hein. Il va pas y avoir de grandes surprises. En partie retail, vous traitez avec un fournisseur vous traitez avec un distributeur qui est Amazon. Donc, il y a des négociations qui sont faites oui, des négociations contractuelles sur le mode de paiement qui peut être dans 30, 60, 90 jours. Là, tout dépend de ce que vous arrivez à obtenir. À contrario du seller où l'argent va être stocké sur votre compte seller central et vous pouvez débloquer des paiements automatiquement. Donc, je crois que le minimum, c'est 14 jours. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est quand on vend sur Amazon, on ne fait jamais face à des impayés puisque la commande ne passe pas. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis, vous pouvez déclencher, en termes de trésorerie, on est quand même sur des cycles très courts, ce qui est hyper intéressant. Et j'ajoute également là-dessus, depuis quelques mois, il y a pas mal d'applications qui existent pour vous permettre de faire d'améliorer encore votre trésorerie. Et vous branchez ces outils-là, ils vous permettent d'être payé quasiment 2 jours après la commande. Donc voilà, là-dessus, en termes de trésorerie, il y a vraiment une nette différence entre les deux modèles. Alors, point hyper important également, quand on va un petit peu plus loin dans le raisonnement et quand on travaille sur de bons thèmes et qu'on va creuser un petit peu les datas sur Amazon, il y a une grosse différence également entre les données que nous donne Amazon dans les deux cas de figure. Il faut bien comprendre que dans le cas du vendor, dans le retail, Amazon est le détenteur du produit, donc c'est Amazon qui vend. Ce sont les données Amazon. Du coup, Amazon ne va pas spontanément tout vous communiquer. Vous allez avoir accès dans votre vendor central à certaines informations sur des données de vente réparties en géographique, mais tout un pan de données n'est pas dispo, notamment le prix de vente final que vous ne pouvez pas obtenir sur le vendor central, ce qui est quand même un élément assez intéressant en tant que marque. Il est possible d'obtenir ces données en les payant. Il y a différents programmes qui existent également, ou en travaillant généralement sur du long terme avec votre acheteur, mais c'est quand même un petit peu plus restreint. Sur le seller, alors c'est toujours les données Amazon. Il faut bien comprendre quand on travaille avec Amazon, c'est quand même c'est Amazon qui est détenteur de toutes ces données clients. C'est les clients d'Amazon, ce ne sont pas les vôtres. En revanche, il est possible déjà dans le que ce soit le back-office Lengo ou le back-office en direct d'Amazon, d'obtenir des rapports assez précis de vente sur le stockage, sur les transferts de vos produits dans les différents entrepôts Amazon, évidemment toute la partie marketing. Et puis, il existe beaucoup de possibilités de confronter ces chiffres-là, de les mettre en avant via des dashboards, notamment ce que peut proposer Lengo pour avoir une vision bien plus globale. Amazon donne ces éléments-là également sur leur back-office, mais c'est vraiment pas facile à lire spontanément. C'est je pense, une volonté de leur part. En tout cas, c'est pas hyper pas facilement compréhensible du premier coup d'œil. Donc voilà, nous on incite nos clients, ou on met également ça en place chez nous,
d'extraire cette donnée-là et de la mettre en forme différemment pour qu'elle vous permette d'en tirer des conclusions et d'actionner des choses, parce que c'est clairement le but. Au niveau de la logistique multicanal, un point également hyper important, quand vous êtes en vendor, le stock ne vous appartient pas, il a été vendu, donc vous ne pourrez rien faire, il n'est plus à vous. Logique. Quand vous êtes en seller, il est possible, quand vous utilisez la logistique Amazon, d'utiliser ce système logistique pour vendre sur les autres canaux de vente que vous avez, qui peuvent être votre site en direct, qui peuvent être d'autres marketplaces. Il est possible de se servir de la force d'Amazon qui est son système logistique pour livrer vos autres clients dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est un élément hyper important également. Il est possible quand vos produits sont ce que j'appelle moi Amazon friendly, c'est-à-dire qu'ils ont des tailles, etc., et que vous savez que l'offre FBA est hyper compétitive pour vous et hyper qualitative, d'utiliser cette offre-là pour livrer vos autres clients. Vous pouvez faire des ventes sur Cdiscount, Fnac, etc. Donc c'est un élément hyper important. Donc en résumé, vous avez compris les différences, je pense, entre les trois configurations qu'on voit là. Le prix, qui est le nerf de la guerre. D'un côté, l'algorithme, de l'autre, vous qui appliquez vos stratégies. Des données plus riches sur la partie marketplace. Vous avez plus la main dessus, c'est vous le vendeur, donc c'est vous qui avez la main sur tout ça. Et puis, une possibilité d'agir directement sur les stocks sur la partie marketplace. Vous décidez d'envoyer vos produits, vous déclenchez, vous assurez que votre produit n'est pas en rupture, à contrario du vendor, où c'est soit votre acheteur, soit l'algorithme qui va décider de faire le réassort ou non. Dans quel modèle choisir? La question qu'on a en permanence. Comme je le disais en introduction de ce webinaire, ça dépend d'un tas de choses. La façon dont vous êtes organisé. Est-ce que vous êtes une boîte B2B, vous souhaitez mettre un doigt dans la partie marketplace? Est-ce que vous êtes structuré pour? Est-ce que vous êtes capable de produire des factures, de gérer du stock déporté dans les entrepôts Amazon? Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est votre volonté aussi, hein? Moi, j'ai beaucoup de clients pour qui c'est tellement compliqué à mettre en place que c'est pas forcément utile de le faire. Pour rappel, nous, on est également distributeur, donc on joue ce rôle-là pour certains de nos clients qui n'ont pas la possibilité ou la volonté de changer complètement leur modèle, de le faire. Voilà, moi, je suis un partisan de construire de s'appuyer sur son savoir-faire. Le savoir-faire des marques, c'est pas toujours de piloter toute la distribution, etc. Le savoir-faire des marques et quand on est fabricant, c'est de faire des bons produits et de développer sa marque de manière qualitative. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. La notoriété, évidemment, des produits et puis l'historique avec Amazon. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous avez entrepris des choses? Est-ce que vous êtes suffisamment digitalisé en interne également pour switcher comme ça? La nouveauté qui existe depuis, donc nous, c'est un peu notre cheval de bataille depuis qu'on a lancé l'agence, c'est le modèle hybride, c'est-à-dire que les marques ont tendance, vu qu'elles connaissent généralement qu'un des deux côtés qu'une des deux configurations, l'autre leur paraît hyper complexe à mettre en place ou un petit peu, ou en tout cas antinomique. Il est complètement possible de travailler sur ce qu'on appelle des modèles hybrides, c'est-à-dire travailler dans les deux configurations. Comme vous l'avez vu, les deux apportent des plus et des moins selon vos produits, selon votre historique, selon tout un tas de choses. Pourquoi pas allier le meilleur des deux mondes et construire une stratégie hybride. Alors l'intérêt, c'est pas de mettre les mêmes produits des deux côtés. Par contre, c'est en fonction de caractéristiques produits, choisir de le diffuser en retail ou en marketplace pour typiquement avoir une action sur le prix, sur les stocks. Typiquement, je vous donne un exemple très concret qui est le plus commun, à mon avis, dans les modèles hybrides. Quand on lance un produit, il peut être hyper intéressant, généralement, pour s'assurer déjà qu'il soit en stock chez Amazon, de le passer en marketplace. Vous envoyez du stock, vous êtes sûr qu'il y en a. Vous maîtrisez le prix. Quand on lance un produit, il n'y a pas de guerre de prix entre les différents marchands. Et puis, une fois que le produit arrive dans un cycle plus standard ou une vitesse de croisière de vente normale, pourquoi pas le passer en vendor où peut-être l'argument prix est un petit peu moins important quand le produit devient mature. Voilà, on a plein de clients qui travaillent comme ça, qui travaillent en modèle hybride. Aux États-Unis, ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça, y compris du coup sur les trois modèles, c'est-à-dire du vendor, du FBA, du FBM, selon le produit, selon effectivement le prix facial, selon le niveau de stock, selon est-ce que le produit est disponible à New York et pas à Los Angeles. On va pousser plutôt une offre FBA ou FBM. Donc voilà, cette configuration, il faut vraiment la penser avant de se lancer. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment quelque chose de tout à fait possible. Et notre avis à nous, agents spécialisés, c'est que c'est
les choses vont se passer naturellement de plus en plus comme cela à l'avenir, parce que c'est également comme ça qu'on reprend la main sur ses produits, sur ses marges, sur sa stratégie, et qu'on le voit depuis 2 ans maintenant, c'est vraiment la tendance. Les marques ont besoin de reprendre la main sur tout ça, et ça fait partie des armes que vous avez à disposition pour être efficace là-dessus. C'est l'avis qu'on Voilà, partage aussi voilà, je pense chez qu'on est Lengo, en raccord effet, là-dessus. parce qu'on accompagne pas mal de marques. Récemment, on a pas mal de marques, par exemple, en D2C, qui, elles, ont Mhm. commencé en ayant vraiment le contrôle, entre guillemets, absolu de leurs produits, de leur audience, de choses comme ça. Donc, ça peut vous permettre aussi de reprendre contact avec votre audience, votre communauté, vos clients, enfin voilà, en fonction de votre produit, des nouveaux lancements que vous allez faire, ça peut être en effet un bon procédé de passer par le seller central pour aussi prendre la température en direct Mhm. de ce qui se passe sur le marché, quoi. Exactement. On a vraiment les deux cas de figure, nous, chez nous, depuis 2, 3 ans maintenant. Des marques très orientés B2B qui vont maintenant vers la marketplace, et puis des marques, c'est la tendance depuis 1 an ou 2, hein, des marques full digital qui sont dont l'ADN est de tout gérer, de tout piloter, de tout savoir faire en direct, et du coup qui passent par la marketplace et qui se servent d'Amazon notamment comme d'un cheval de Troie pour acquérir une visibilité, acquérir du chiffre d'affaires, et s'appuient sur cet existant-là pour derrière aller sur des schémas plus classiques, entre guillemets, sans que classique dans ma bouche soit péjoratif, mais des schémas plus B2B, aller signer des contrats chez les gros distributeurs ou passer en vendeur sur Amazon. Voilà, on va passer aux questions. Du coup, peut-être les faire défiler. Je vois que l'équipe a déjà répondu à certaines d'entre elles. Ouais. Alors, je reviens rapidement. Donc, on vendeur, quand on a une bonne relation avec son acheteur, ils sont tout de même très à l'écoute. Tout à fait, je confirme, Lisiane, que heureusement, on peut avoir des très bonnes relations avec son acheteur Amazon. On en connaît plein, et effectivement, ça se passe quand même généralement très bien. Le bon enregistré, j'ai abordé ça tout à l'heure. Ok. Non. Alors, Amazon est-il en droit de refuser un réassort car il juge que les références ne fonctionnent pas bien? Alors, je ne sais pas, Enzo, dans quel cas vous vous situez. Dans le cas du vendor, bah, c'est Amazon qui décide de passer commande, donc effectivement, c'est eux qui décident de vous passer commande ou non. Dans le cas de la marketplace, généralement, ils ne refusent pas de vous faire un réassort puisque c'est votre responsabilité, c'est vous qui décidez d'envoyer du stock. Ce qui peut arriver, c'est des blocages liés à votre produit, qui peuvent être liés à Amazon va vous demander une certification, ou va vous dire typiquement les produits de telle nature vont être interdits. Par exemple, pendant longtemps, les couteaux ont été interdits de vente sur Amazon UK parce que c'était une loi locale. Donc, voilà, il y a des petites particularités comme ça. Donc, c'est pas qu'ils vont vous refuser, enfin, ils peuvent vous refuser ce droit-là, mais en tout cas, c'est toujours basé sur des preuves tangibles. Depuis quelques semaines, vu la crise qu'on traverse actuellement, Amazon est très vigilant sur tous les produits liés au Covid. Donc typiquement, il est assez compliqué de pousser des masques ou du gel hydroalcoolique. Ça va se régler bientôt, mais effectivement, Amazon peut intervenir là-dessus, mais généralement, c'est toujours basé sur des preuves concrètes. Donc, Eric, effectivement, on vous enverra le replay, ne vous inquiétez pas. Pareil, les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre maintenant, je ne sais pas combien on est de temps. J'ai été un petit peu bavard, je crois. On Euh, peut. C'est fun. on répondra aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre par mail, ne vous inquiétez pas. Quelles sont Il y a les plusieurs, perspectives? oui, pardon, il y a plusieurs Hmm, questions là que je pensais ouais. regrouper. Beaucoup de gens s'inquiètent sur le fait, si on adopte le modèle hybride, est-ce qu'on va peut-être détériorer notre relation avec l'acheteur? Est-ce qu'il n'y a pas une menace à se mettre en hybride? Il y a 2-3 questions qui reviennent un peu sur ce même thème-là. Alors là-dessus, je veux dire, moi, je ne connais pas la nature de votre relation avec l'acheteur. L'acheteur va pas toujours être ravi, effectivement, de switcher. Nous, ce qu'on recommande à tous nos clients qui passent en modèle hybride, c'est de ne jamais, alors déjà, dans votre intérêt à vous, de ne jamais switcher 100% d'un modèle à l'autre. C'est vraiment de faire des tests. Hein. Nous, on fonctionne beaucoup dans tout ce qu'on entreprend par du A/B testing, parce que sur Amazon, en vrai, personne n'a la réponse absolue sur tout ce qui se passe. On ne maîtrise pas tout. Donc, typiquement, quand vous avez quand même des top ventes et des produits qui tournent très bien, attention, avant quand même de switcher d'un modèle à l'autre, c'est pas garanti que le temps du switch, ou qu'en passant dans notre modèle, vous gardiez votre même niveau de vente, ou que pendant ce laps de temps, vous ne descendiez pas dans les rankings et que ce soit plus compliqué derrière de remonter. Donc effectivement, tout ça se mesure, s'anticipe, et il faut jamais faire d'action trop direct d'un coup. Step by step, c'est très bien aussi. Après, nous, on a tous les cas de figure, hein, dans nos clients.
de plus en plus de marques en vrai commencent à passer le pas. Après, c'est pas que dans un sens, hein, c'est pas toujours vendor vers seller, hein, c'est également seller vers vendor. Il y a vraiment toutes les configurations qui existent. Amazon, effectivement, était considéré jusqu'à encore il y a très peu de temps comme des entités assez différentes. La partie vendor et seller, ça a tendance, et c'est vraiment maintenant, on peut considérer qu'ils travaillent quand même main dans la main à plein d'égards, notamment, donc il y a plein de synergies qui se font, notamment sur la partie marketing, notamment sur les choses. Aux États-Unis, en début d'année 2019, Amazon Vendor a incité des milliers de vendors, justement, de fournisseurs à passer en marketplace. Donc, ça prouve quand même, on parle quand même à une même entité, même si le fonctionnement est différent, c'est quand même la même boîte qui gagne sa vie à la fin en vendant vos produits. Donc voilà, effectivement, il faut le faire de manière intelligente, pas trop drastique. Et puis le faire pour de bonnes raisons aussi, hein. Généralement, quand les gens switchent de modèle également, c'est que généralement, c'est les produits aussi qui marchent pas forcément bien, ou sur les produits sur lesquels vous avez des vrais enjeux qui de toute façon, euh, euh, ont des répercussions négatives sur votre business. Généralement, la plupart des switches qu'on réalise, dans un premier temps en tout cas, c'est des produits qui ne sont plus en commande sur le vendor, qu'on va pousser nous en marketplace. Et naturellement, quand vous avez un produit ou même du fond de catalogue où vous envoyez quelques dizaines de stocks chez Amazon, bah, structurellement, vous allez quand même avoir des ventes. Et du coup, c'est des produits qui renaissent alors qu'ils avaient zéro vente dans l'immédiat parce que l'algorithme Amazon avait considéré qu'en vendors, il n'était pas suffisamment rentable. Du coup, on continue. Donc, les perspectives d'évolution de l'alimentaire sur le seller, vous voyez surtout avec les deux mois qu'on vient de vivre que ça monte crescendo. Donc, nous, on a de plus en plus de marques qui vendent très fort sur la partie alimentaire. Et pour moi, on est encore au balbutiement de cette verticale-là. Donc, et le taux de commission, il faut le vérifier. Je ne peux pas vous le dire spontanément. On vous répondra là-dessus. Comment on est obligé de par Amazon? Alors, j'ai pas compris la question. Je pense qu'on vous répondra pas à l'écrit. 39 € par mois. Oui, je confirme. Quel est le montant du coût fixe en marketplace vendu par Amazon? Effectivement, on vous enverra le lien avec la grille tarifaire d'Amazon selon les verticales produits. Ça varie effectivement selon différentes. Une idée sur Ahmed Galab, une idée sur les frais de marketing. Tout dépend effectivement de ce que vous entreprenez. Après, comme sur les campagnes des autres GAFA, il faut monter crescendo également, optimiser, A/B tester et jusqu'à trouver votre vitesse de croisière idéale. Question également, peut-on faire du B2B sur le seller? Alors effectivement, le B2B, on l'a pas abordé. Ça a été lancé par Amazon en Europe il y a quelques années maintenant. Il y a l'année dernière ou il y a un an et demi. Oui, on peut le faire, effectivement, dans les deux cas de figure. À ceci près que sur la partie seller, vous pouvez mettre en place une politique tarifaire dédiée au B2B. C'est-à-dire, vous pouvez mettre en place des remises sur le volume ou construire une vraie stratégie B2B. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible. L'hybride sur un référencement partiellement commun. Comment se passe la facturation client en FBA? C'est simple, en fait, c'est Amazon qui réalise la vente pour vous. En revanche, c'est vous, le vendeur final au sens fiscal du terme, c'est-à-dire que c'est vous qui produisez une facture au client final. Amazon, généralement, si vous avez bien paramétré votre serveur central, va pouvoir vous construire cette facture. C'est-à-dire que vous envoyez la facture pour vous. En revanche, voilà, comptablement, c'est hyper important. C'est vous qui facturez le client final et pas Amazon. Amazon était un intermédiaire dans le cadre du FBA, je parle. Bonjour, quel type de produit faut-il publier en marketplace versus retail? Est-ce que les produits permanents ont plus leur place? Y a-t-il une stratégie d'auteur? Là, c'est la question un petit peu vaste. Je pense y avoir répondu un petit peu tout à l'heure. Tout dépend effectivement de la maturité du produit. Est-ce que c'est un produit neuf? Est-ce que c'est un produit sur lequel vous avez des contraintes particulières en termes de maîtrise de prix, de stock? Voilà, la réponse sera différente en fonction de chaque cas particulier. Les matrices seller sont-elles plus simples à compléter que celles en vendor, tant facilité l'utilisation? Je vois qu'il y a déjà une réponse effectivement de Sofiane qui est notre expert là-dessus. Là, je vois qu'il y a une réponse également. Comment c'est une conversation vendeur centrale sur une par Amazon? Donc ça, j'ai répondu. Comment obtenir, Céline Lavigne, comment obtenir un compte seller? Il suffit d'aller sur c'est sellercentral.com, a priori. Vous créez votre compte seller et vous allez suivre toutes les étapes. C'est assez facile pour le coup. Vous pouvez avoir un compte vendeur très rapidement.
Amazon a-t-il le droit de refuser le modèle hybride? En fait, le modèle hybride, Xavier et Monin, sur la partie retail, comme vous l'avez sûrement compris, c'est Amazon qui décide de vous acheter vos produits ou pas, hein. Donc, vous ne pouvez pas leur forcer la main. De la même manière, vous n'allez pas aller chez Auchan et leur imposer d'acheter vos produits. Donc, c'est la même relation qui existe. Donc, effectivement, dans un cas, c'est quand même vous qui déclenchez en seller. Dans votre cas, il faut quand même avoir des relations ou enclencher une relation commerciale avec eux. L'impact Amazon versus autres marketplace est-il vraiment beaucoup plus important? Alors oui, alors si on parle déjà sur le marché français, Amazon, je pense Amazon France est 3 à 4 fois plus gros que Cdiscount Monde. On est sur des chiffres d'affaires de l'ordre de 6-7 milliards de volume d'affaires. Donc là, j'intègre la partie vendor et marketplace. Donc c'est de très très loin, c'est bien plus gros que n'importe quel autre acteur. Et à l'échelle mondiale, alors à l'échelle européenne, on est autour de 50-60 milliards de volume d'affaires, toute marketplace compris, sachant que dans le chiffre que je viens de vous annoncer, vous avez la moitié de ce chiffre qui vient de l'Allemagne, Amazon Allemagne, qui est énorme. Donc oui, en termes de trafic, j'ai plus les derniers chiffres, mais on est autour de 28-30 millions de visiteurs uniques par mois sur Amazon, quand Cdiscount doit être autour d'une vingtaine. Donc il y a quand même un vrai écart là-dessus. Voilà, Amazon est numéro un de très très loin. Est-ce qu'il y a un risque de se faire bloquer ou pénaliser avec Amazon qu'on voit? Alors ça, on a répondu à la question également. Comment? Donc ça, on a répondu à la question. Notre modèle. Marion, c'est une question pareille qui est très, très précise. J'aurais tendance à. Enfin, non, il n'y a pas de bonne réponse également. Alors, la question de Marion, pour une marque de mode travaillant en modèle hybride qui allie des produits saisonniers et permanents, quelle est la recommandation concernant l'assortiment différencié? Je ne suis pas sûr qu'en fait la réponse elle soit liée au fait que vos produits soit saisonnier ou pas. Effectivement, si c'est vraiment, vous avez quelques mois, ça peut valoir le coup de piloter vous-même le stock et passer en retail parce que vous êtes sûr que vos stocks que vos produits sont en stock pour assurer la vente. Par contre, si vous passez en modèle vendor, retail, et que vous n'avez pas de commande, en fait, vous ratez la saison. Donc, tout dépend de la relation que vous avez avec Amazon. Il n'y a pas je peux pas avoir de réponse précise, il faut que j'en sache plus pour vous répondre. Parce qu'on n'a pas d'acheteur en direct, comment faire intégrer c'est les prix de vente Amazon dans vendor. Stéphane Riboulon, là, pareil, j'ai pas forcément de réponse sur pas d'acheteur en direct. Et en vrai, on intervient nous, sur toutes les différents tous les sujets liés au Amazon, sauf un qui est la négociation contractuelle au niveau du vendor. C'est pas notre métier. Là, on est vraiment sur des démarches de la négociation commerciale, de l'achat-vente. C'est pas du tout notre métier. Donc là, malheureusement, j'ai pas forcément la solution. On vous enverra la solution, Leslie. Antoine, alors très bonne question. On arrive sur la partie plus brand content. Bonjour, un seller peut-il modifier la fiche produit d'un vendor? Y a-t-il une priorité? Effectivement, je vois que Sofiane a déjà répondu, mais oui, le vendor est toujours prioritaire sur le seller. Ça, c'est ancré dans la façon de fonctionner d'Amazon. Un produit peut être dupliqué en vendor et en seller, ou c'est l'un ou l'autre, hein. Je vois que Sofiane a répondu. Effectivement, Lisiane, en fait, un produit, une fiche produit, un code EN, c'est-à-dire un produit unique. Si typiquement, je vous montre cette souris, elle a une seule fiche produit sur Amazon et tous les vendeurs, qu'ils soient vendors, sellers, SB, FBM et surtout plusieurs vendeurs FBA, plusieurs vendeurs FBM, se retrouvent sur cette même fiche produit. C'est juste un seul, au moment où l'acheteur arrive sur la fiche produit, c'est un seul de tous ces vendeurs qui va obtenir ce qu'on appelle la buy box, donc le bouton d'achat. C'est-à-dire qu'il va obtenir la vente si jamais le client appuie sur le bouton acheter. Donc oui, il peut y avoir plein de. Je vais peut-être pas aborder ce sujet-là tout de suite, parce que la buy box, c'est un sujet complexe, ça mérite un webinaire en entier. Mais effectivement, vous pouvez dupliquer vos offres là-dessus. C'est pas recommandé de mettre du vendor et seller en même temps, puisque vous retrouvez en concurrence vous-même contre Amazon. Donc ça fait pas forcément sens. Comment prendre contact avec Amazon Vendor? Ça, il faut les contacter. Généralement, ils prennent contact avec vous spontanément, mais sinon, vous pouvez prendre contact et demander un rendez-vous pour entamer des relations commerciales. Après, voilà, il faut avoir un certain. Vous pouvez pas, en lançant une marque, démarrer généralement en vendor. Il faut quand même un petit historique de chiffre d'affaires. Christophe, ça c'est une petite question. Il faudra nous contacter en direct, Christophe, sur votre question sur le contrôle bon enregistré, etc. On arrive sur la partie technique qui n'est pas forcément liée à notre webinaire. Ahmed, les livraisons pour les autres plateformes européennes sont-elles faites sur un site précis? Non, c'est Amazon qui décide. Alors là, on parle uniquement
Enfin, non, dans les deux cas, alors en vendor, on va vous indiquer quel entrepôt livrer. Et pareil, au niveau du seller central, en FBA, au moment de l'expédition, Amazon va vous indiquer quel entrepôt livrer. Il est très possible également que votre commande, enfin votre expédition soit divisée en différents entrepôts. Et vous ne pouvez jamais le savoir, l'anticiper, vous ne pouvez jamais le savoir avant. C'est Amazon qui détermine en fonction de son espace disponible quel entrepôt vous allez livrer. Est-il possible d'exclure un seller qui aurait de mauvaises pratiques en termes de livraison? Amazon peut le faire, oui, effectivement. Amazon établit un scoring pour l'ensemble de ses sellers. Donc, c'est tout l'enjeu sur Amazon. Quand vous êtes vendeur en marketplace, d'être très rigoureux sur tout ce que vous faites, sur les réponses aux clients, sur votre stratégie commerciale et voilà, d'être vigilant sur tout parce que tout est mesuré, tout est traqué et Amazon peut effectivement décider. Alors, l'exclusion, c'est vraiment le dernier step, hein. Avant, vous avez des warnings. On va vous dire attention, vous n'avez pas répondu plusieurs fois à un commentaire client. Attention, tel produit ne respecte pas les règles, etc. Donc, il faut être hyper vigilant. C'est tout à fait possible. Donc, Pierre, j'ai répondu à la question sur est-ce qu'un produit est vendu en direct par Amazon, peut-on le vendre ce même produit en seller? Tout à fait. C'est juste que vous allez ensuite être en compétition au sein de cette même fiche produit face à Amazon. Céline Lavigne, question, seller central nous permet-il d'être présent sur tous les sites Amazon Europe? Oui, alors c'est pas automatique, c'est-à-dire si vous créez votre compte seller central en France, vous allez être automatiquement sur le Amazon France. Pour être présent sur le site Amazon Europe, vous avez différentes options. Vous pouvez pousser vos produits sur les autres marketplaces européennes. Amazon vous permet de le faire, Lingo également, pour voilà, pousser automatiquement vos fiches produits et les faire livrer ensuite. Ensuite, la question finalement, c'est pas forcément la visibilité de vos produits sur les différents sites Amazon Europe, c'est la partie derrière, la partie logistique, puisque vous allez avoir la possibilité de maintenir si on passe en FBA, de maintenir vos stocks dans les entrepôts français d'Amazon. Alors ça peut être un bon point pour des raisons fiscales notamment, puisque vous n'aurez pas de contraintes de déclaration de TVA à l'étranger, parce que vos produits ne seront pas stockés à l'étranger. Par contre, si vous avez une vente en Pologne ou je ne sais où, en Roumanie, vous n'allez pas forcément être capable de livrer en 24 heures, ce qui sera le cas si vous déclenchez l'option, ce qu'on appelle l'option pan-européen, qui vous permet d'autoriser Amazon à stocker vos produits dans toute l'Europe, donc tous les entrepôts. Donc c'est Amazon qui va dispatcher tous vos produits à l'échelle européenne pour permettre de livrer tout le monde ou quasi tout le monde en 24 heures ou 2 jours maxi, ce qui est évidemment un gros plus pour la vente. Stéphane, merci à vous. Enzo, Amazon peut-il nous contacter ou passer en vendor si nos résultats en seller sont bons? Tout à fait, ça arrive fréquemment. Tout est possible. Tout est possible. Après, c'est pareil, c'est pas vous qui avez la main là-dessus, mais ça arrive que on a des clients, et moi j'ai des contacts également qui ont passé une partie de leur catalogue en vendor, donc tout est possible. Et Lisiane, on vous fera parvenir la présentation avec grand plaisir. Et le webinaire sera en replay sur le site de Lingo et sur le nôtre également, donc vous pourrez revoir tout ça tranquillement. On va refaire le tour de. Pardon. Vous aurez un email en effet dans l'après-midi avec le replay et les adresses de contact que je vous ai mis. Anna Elcheno qui est une responsable commerciale et les adresses si vous avez d'autres questions pour l'agence Bison. Voilà. On va faire le tour peut-être Audrey ensuite pour voir les questions qui sont peut-être passées entre les mailles du filet pour y répondre. Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à prendre contact avec Lingo nous-mêmes. On sera ravis d'y répondre pour aborder plus en détail les différents points qu'on n'a pas pu aborder forcément en 1 heure, parce que quand on met le doigt dans Amazon, on a toujours plein de questions qui vont apparaître. Et on est là pour y répondre. Merci en tout cas pour votre expertise de l'agence Bison. Merci Guillaume de ta participation. Merci Audrey, c'était vraiment un plaisir. Et merci à tous parce que vous nous avez posé beaucoup de questions. Donc c'est que le sujet vous intéresse. Donc on n'hésitera pas à refaire peut-être des webinaires sur peut-être des petits sujets plus précis sur telle ou telle particularité d'Amazon. Comme ça, voilà, pour répondre à vos questions. Bonne journée à tous. Avec grand plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée tout le monde.